L'adoption, souvent le dernier recours pour ces personnes qui veulent coûte que coûte devenir parents et un futur plein de possibilités pour des enfants dénués de famille. Et si cette démarche est a priori largement positive, elle demeure encore taboue dans nos sociétés, sans compter une procédure qui peut s'avérer longue et fastidieuse. Alors, l'adoption en Côte d'Ivoire, est-ce que ça fonctionne? Comment ça marche? Les droits de l'enfant orphelin sont-ils respectés? On va en parler en détail dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur NCI. Bonjour les filles, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, comme un début de semaine. Comme un début de semaine. On arrive avec toute l'énergie. Absolument. Le week-end est passé, vous êtes reposés? Oui, beaucoup. Ouais, on va En dire. plus, c'est le ramadan, donc... il n'y a pas grand-chose à faire. Même la ville, j'ai envie de dire, est plus calme. La ville est Tout le calme. monde est à la maison. C'est ça. Ouais. Quoi, On dirait que dis-moi. c'est les musulmans qui donnent le rythme un peu. Un petit peu, c'est vrai. Non Entre boulot et repos, on va dire. Ah ouais, toi Ouais. t'as fait plus peut-être. Boulot. Non, moi, j'ai vraiment pu me reposer, quoi, parce que, oulala, c'est trop fatigant. Tu peux pas, tu as faim, tu peux rien faire, tu peux Ouais, pas. ça sert à rien de bouger beaucoup. Mais oui, quand même, totalement. Vous aussi, on vous dit, c'est dans ça même que vous devez donner le maximum. Mais oui, mais là, c'est bientôt, on va donner le maximum, là, parce que là, c'est vraiment bientôt la fin, et il faut Ouais. vraiment se concentrer. Bientôt la c'est- fin, tu penses? Bah oui, dans 2 semaines. Oui. On est à Ça passe vite quand même. on est presque, non, on est presque à mi-chemin. C'est presque à mi-chemin. Ouais. Et si aujourd'hui, on parle de l'adoption, c'est pas un sujet sensible, hein, Aurélie. C'est un sujet, je pense qu'il doit être peut-être un peu plus vulgarisé, C'est ça. tu vois, parce que ici en Afrique, même si tu n'as pas enfant, comment, on va t'empêcher d'adopter. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Je sais que moi, j'ai des personnes qui sont dans ces situations-là où on dit non, religieusement, coutumièrement, tu sais pas l'enfant là, il est quitté où, tu connais pas son sang, peut-être ça sera un voleur, peut-être que je sais pas, mais je sais pas. C'est un peu difficile quand même. Hein. Mais pourtant, en Occident, eux, ils le font tranquillement. Après, bon, après quand ces personnes-là, ces enfants-là grandissent, ils deviennent autre chose, on ne sait pas. Ils le font même, et même ils viennent prendre les Parfait, enfants ici. Ben oui, mais sur le continent bien sûr, africain. tu vois, ils ont pas seulement parce que tout nous, est on une n'adopte question pas, de, effectivement. ouais, tout est une question de mentalité. Ouais, Donc, est-ce que vous pensez que vous seriez prête à adopter? Tout à fait. Ouais. Ça a toujours été, pour moi, depuis que je suis toute petite, je sais pas d'où c'est venu, mais j'ai toujours eu cette envie-là d'adopter des enfants. Je disais que je vais avoir 6 enfants, je vais en avoir 3 de moi-même, Ah ouais? de Eh ben, moi-même, tu sais et quoi, j'en moi, ai c'est pareil. adopté 3. Moi, je me suis toujours dit, les miens et plus un, Voilà. au moins Donc, une adoptée. Parce Ouais. que en fait, c'est vrai que ma mère, elle est un peu sceptique par rapport à ça, comme tu as dit, parce qu'il y a vraiment des pesanteurs sociales derrière. On se dit, tu sais pas c'est l'enfant de qui, tu sais pas dans quelles conditions il est devenu orphelin, tu sais pas son sang, C'est comme ça. tu as dit tout à l'heure. Donc, beaucoup de personnes sont assez réticentes, mais je pense que c'est bien de donner un possible avenir à des enfants qui ont perdu leurs Ouais, parents, peu absolument. importe la circonstance en fait. Pour moi, c'est des enfants qui méritent d'avoir un foyer en toi, même si c'est très très compliqué ici. Mais voilà, je pense comme tu as dit, il faut Après, je vulgariser pense la que chose. et puis, c'est vrai que la crainte existe parce que tu vas, surtout si tu as déjà des enfants, c'est amener une personne extérieure qui doit s'adapter à l'environnement qui est déjà là, il y a une tribu qui est déjà là. C'est pour ça aussi que souvent on veut adopter très jeune. Ouais. Pourtant, il y a beaucoup d'orphelins ou d'enfants qui ont besoin de foyer, qui sont plus âgés, qui sont adolescents. Mais tu vois, moi, par exemple, quand je pense à l'adoption, je sais que ça a toujours fait partie de mes objectifs aussi. Je pense aussi à un À des enfant bébés. plutôt jeune, Ouais. Ben oui, un bien bébé. sûr, ouais. Et je ne sais Et pas c'est si là où c'est c'est pas plus quelque part compliqué aussi, même. c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et puis finalement, pourquoi tu laisses de côté tous ces C'est jeunes ces qui personnes qui sont sont plus grandes. Écoutez, c'est un sujet que moi, sur lequel j'avoue, j'ai beaucoup de réserves parce que je ne m'y connais pas vraiment. Je sais par contre que c'est très, très difficile, que ce soit un enfant à bas âge ou un ado qu'on adopte. C'est très, très difficile pour la procédure, hein, en la tout procédure, cas. oui. Après, l'idée de vouloir adopter, bon, comme toi, je n'ai pas vraiment réfléchi à cette option. Ça. Par contre, oui, aider les orphelins, ça reste toujours dans mes priorités. Adopter après, sachant les procédures difficiles et longues, et puis comment est-ce que justement réussir à faire concilier une famille où il y a déjà des enfants qui sont nés de toi et un autre qui vient d'ailleurs, c'est difficile quand même. Alors moi, j'avais pensé à adopter, mais après, maintenant, je pense que j'ai changé d'avis.
Mais si je devais adopter, ce serait vraiment des enfants de très bas âge. Parce que j'avais vu le film là où le gars, il a adopté une fille de 12 ans et tout, mais elle lui a mené la vie difficile. C'est pas possible. Ouais. Tu vois? Parce Ça que la arrive fille, elle a souvent, ses habitudes, voilà. Et puis peut-être que son papa était un petit sorcier là. Donc ça fait que la fille, quand elle est venue dans la maison, elle a tout bousillé. Alors que si c'est un enfant qui est tout bébé, je pense qu'on a le temps de le modeler, de le façonner un peu pour qu'il rentre dans le moule. l'éducation à toi, Voilà, Et je pense ce que que tu veux. pour revenir à sur ce que tu viens de dire, moi je connais même des cadres où quand c'est pas une adoption légale, tu vois, c'est oui, j'ai adopté un peu en théorie, on va voir comment ça se passe. Après, tu as des personnes qui abandonnent et qui renvoient. Mais oui, parce que et c'est pas après, bien, tu c'est vois. ça, c'est Mais ça. moi, je pense que c'est vrai que le cadre légal est difficile, mais en Afrique, on a tout le temps Mais c'est ça. un petit neveu du village Qui vient vivre avec. qui vient vivre C'est à pour la ça que je maison, comprends qui pas les grandit, tabous. qui fait ses études, c'est pour une ça que je comprends pas adoption. le tabou. Alors, c'est pas totalement une adoption, parce que c'est pas totalement une responsabilité. Tu connais la personne. Tu connais la personne, tu connais ses parents. Ouais, c'est Tu ta connais ses responsabilité. parents. S'il fait quelque chose, là, tu devras dire à ses parents. S'il fait quelque chose, là, tu peux le Non, mais à ramener partir du au moment où tu le village. recueilles chez toi, ça devient ta charge, devient ta ta charge. responsabilité. C'est plus ses parents n'ont carrément Et plus puis en rien à plus, voir. même culturellement, Donc, comme on est quand même dans des sociétés basées sur le commun, sur la communauté, on est quand même habitué à prendre, voilà, comme tu dis, le neveu. Même souvent, les enfants sont élevés par leurs grands-parents. Parce que... Donc, je comprends pas pourquoi on est aussi... Difficile sur l'adoption. Parce que c'est Peut-être parce inconnu. que c'est la ça, peur de c'est l'inconnu. inconnu. On ne sait pas Exactement. d'où la personne vient. Non, le veut là, on C'est sait ça. d'où ils viennent. C'est ça. Bon, alors, on va poser la question. On a beaucoup causé, c'est bien. On a posé la question, comme tous les jours, à notre public. Et on vous a demandé aujourd'hui, est-ce que vous serez prêt à adopter? On écoute vos réponses. Oui, je pourrais adopter un enfant dans le cas où j'aurais peut-être des difficultés à enfanter. Bien sûr, pourquoi pas. Les enfants, c'est très important dans la vie. Donc, je suis prête à adopter un enfant. C'est vrai que chez nous en Afrique, c'est pas trop connu parce que bon, il y a tellement de soucis au niveau de la société, mais c'est important dans la mesure où un enfant n'a pas demandé à naître et il est important que nous puissions donner de l'amour. Donc un enfant, pour moi, être adopté, je dirais même que ça doit être un sacerdoce. Et donc je suis vraiment assez prêt à adopter un enfant et lui inculquer mon éducation, lui inculquer les valeurs afin que cet enfant puisse réussir pour que demain ça puisse servir d'exemple à toutes ces personnes-là qui hésitent. Donc je pense que c'est, pour moi, pour ma part, je suis prêt. Même aujourd'hui, il n'y a pas de souci avec moi. Oui, je suis prête à adopter un enfant. Parce que quand on adopte un enfant, c'est lui donner de l'amour. On peut ne pas concevoir, mais le but dans la vie, je pense que c'est de donner de l'amour autour de soi. Donc si on adopte un enfant, l'essentiel, c'est juste de lui donner de l'amour pour qu'il soit heureux. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent adopter, mais qui n'ont pas encore adopté. C'est-à-dire, on parle. En tout cas, ils sont ouverts on aime l'esprit, bien. ils sont Voilà. ouverts à l'idée, mais ouais. Mais quand il s'agit des faits, des actions concrètes, on ne fait pas. Après, je pense que il faut Non, mais là, on a réfléchir, il faut demandé, est-ce que- préparer. on a dit, seriez-vous prêt? Mais quand tu es prêt à vendre quelque chose, il y a longtemps, quelqu'un aurait pu dire, ben oui, moi j'ai adopté un enfant. ça se Peut-être passe bien. qu'ils ne sont pas tombés dans le micro-trottoir sur C'est quelqu'un ça. qui Qui a Qui a déjà Ouais. adopté, parce que je pense que en termes de chiffres, il n'y en a pas énormément non plus. Il y en Mais a pas. oui. pas. Est-ce que c'est pas parce que la procédure est difficile que les gens, ça les décourage elle quand est même? super longue. Mais Très justement, on compliquée. parlait juste du cadre légal, de la procédure de l'adoption. On va vraiment voir si effectivement c'est un compliqué, parcours ça. du combattant ou pas. Et on va en parler justement avec nos invités aujourd'hui. Il s'agit de Jamal Seibitra, qui est donc sociologue et qui nous a déjà visité sur le plateau des Femmes d'ici, et de Raissa Zohoré, juriste. Bonjour. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Bonjour à tous les deux. Ce sont tous les deux des habitués maintenant. hein. Bien, Raissa Zohoré est avec nous aussi déjà. Finalement, on est en train de faire une petite famille, là. C'est ça. Alors, on va parler avec vous de l'adoption. Mais avant, on va regarder ensemble un reportage sur le cadre légal de l'adoption. C'est un reportage de Chèque Bleu et on revient tout juste après. Si la pratique demeure tout à fait légale, elle demeure largement taboue sur le continent. L'adoption, on pourrait la définir comme une seconde chance pour des personnes aspirant à être parents et qui pour de multiples raisons ne parviennent pas à le devenir. La procédure d'adoption reste un parcours long et complexe. Pour pouvoir adopter, il est nécessaire de remplir un certain nombre de conditions, comme nous l'explique Marlène Dassourou, juriste. La loi numéro 64-802 du 2 août 1964 nous dit que pour adopter, il faut avoir au minimum 30 ans. Et il faut qu'il y ait une marge de 15 ans entre l'adoptant, c'est-à-dire celui qui veut adopter, et l'adopté. Il faut aussi que la personne soit de bonne moralité. Il faut que la personne aussi ait le consentement de l'adoptant
de l'adopter, pardon, si celui-ci est mineur de 16 ans, ou alors avoir le consentement des parents de l'adopter, si ceux-ci sont encore en vie. Il existe 2 types d'adoption. L'adoption plénière. Elle remplace le lien de filiation existant entre l'adopté et sa famille d'origine par un nouveau lien. Et l'adoption simple, qui permet d'adopter une personne, même adulte, sans supprimer les liens avec sa famille d'origine. Et pour pouvoir adopter, déjà, il faut cibler la personne qu'on veut adopter. Et quand on connaît la personne qu'on veut adopter, on fait des procédures vis-à-vis de cette personne, pouvoir avoir son consentement, connaître ses conditions de vie et aussi avoir le consentement de ses parents si ceux-ci existent. Et au-delà de ça, lorsque les consentements sont établis et que la volonté d'adopter y est, alors on se rend au tribunal quand c'est une adoption nationale pour entamer la procédure d'adoption. L'adoption peut être demandée conjointement par 2 époux après 5 ans de mariage ou des célibataires. En 2016, plus de 200 demandes d'adoption d'enfants ont été enregistrées en Côte d'Ivoire. Seulement 28 d'entre elles, répondant aux prérequis, ont abouti avec succès. Alors, Jamal, Oui. je vais peut-être commencer par vous. La démarche de l'adoption, apparemment, on a entendu qu'il y a 200 personnes, il y a eu 200 demandes d'adoption, mais il n'y a que 28 qui aboutissaient. Oui. Est-ce que c'est pas parce qu'on demande trop de choses? Oui, parce que le droit positif, je crois que la juriste est là, le droit positif s'intéresse beaucoup plus aux détails. Et c'est ce formalisme-là qui fait peut-être qu'on a le sentiment que l'adoption est une nouveauté en Afrique. Pourtant, depuis que les communautés existent, l'adoption est une pratique courante en Afrique. Sauf que l'informalité domine ces pratiques-là. Donc, on n'a pas besoin de justifier par un acte. Et ce qui est nouveau, c'est que ça date du XXe siècle, avec le contact avec l'Occident, toutes les indépendances qui sont arrivées par là. Et donc, on va essayer d'occidentaliser les pratiques et donc délivrer un acte à celui qu'on rend père ou mère. Et c'est ce acte-là qui amène un ensemble d'enquêtes, un ensemble de précautions pour qu'il puisse justifier devant la société que la responsabilité qu'on lui a donnée, il assume pleinement et qu'il va donner la satisfaction surtout à l'enfant pour son intégration dans la société. Alors, Jamal, on en parlait tout à l'heure avant que vous n'arriviez sur le plateau. Justement, il semble y avoir beaucoup de tabous encore autour de l'adoption, malgré le fait que, comme vous l'avez dit, ça existe traditionnellement, même de manière informelle. Qu'est-ce qui fait que les personnes ici ne comprennent pas trop l'adoption plus formelle? Bon, de mon point de vue, ils craignent peut-être le mauvais résultat. Le mauvais résultat, c'est que l'enfant ne puisse pas correspondre à ce qu'ils ont souhaité. Parce que quand on éduque un enfant, on veut que l'enfant prolonge soi-même sa vie, devienne peut-être plus que ce qu'on a été. Et souvent, il y a des insuccès. Donc, quand c'est un enfant qu'on a eu soi-même, on n'a aucun compte à rendre à la société, à part les supputations, les injures par-ci ou par-là. Et donc, ça fait que pour les Africains, le fait de remplir des formalités, c'est comme si on devait être jugé pour ce que l'enfant devient. Et donc, ça fait que les gens veulent bien. Mais à un moment donné, ils se rétractent. Et je sais que les juristes peuvent nous en dire plus. Voilà, parce que quand c'est informel, c'est comme si on n'est pas tout à fait au plan pénal exposé. Voilà. Quelle est la procédure, la démarche à suivre? Est-ce qu'elle est trop longue? Ça prend combien de temps à peu près? Bon, je dirais qu'elle est délicate. Je ne dirais pas qu'elle est trop longue parce que l'enjeu qui est sur la table est délicat aussi. Il s'agit de la vie d'un enfant, donc on ne peut pas permettre l'adoption de manière facile, voilà. Donc, il faut distinguer 2 cas au niveau de l'adoption. Il y a l'adoption des personnes qui ont déjà une filiation établie, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des parents, et puis, bon, ils veulent mettre leur enfant en adoption. Par contre, il y a ceux qu'on appelle les enfants en difficulté, c'est-à-dire les orphelins qui n'ont pas de répondants, les enfants dans la rue,
les enfants désœuvrés qui sont peut-être dans des centres de recueil, dans des organismes tels que je dirais par exemple les pouponnières. Donc la procédure diffère. Si c'est dans le cas par exemple d'une personne qui souhaite mettre son enfant en adoption et elle a déjà trouvé des personnes qui veulent adopter l'enfant, il suffit juste d'aller au tribunal et de présenter une requête en vue d'adoption. Bien sûr, avec les parents de l'enfant qui vont donner soit par acte authentique, c'est-à-dire par acte de notaire, leur consentement, ou bien par devant le tribunal, ils vont dire oui, j'accepte de donner mon enfant en adoption. Mais lorsqu'il s'agit des enfants en difficulté, c'est plus délicat parce que là, il s'agit des enfants qui sont déjà vulnérables. Du coup, on ne peut pas les placer dans des familles où ils risquent d'être, je dirais, bousculés. Donc, la procédure est différente. Là, vous allez peut-être saisir le tribunal et le tribunal va, je dirais, comme on appelle ça, envoyer votre requête à une nouvelle autorité qui a été créée. Je tiens à signaler que la loi relative à l'adoption a été modifiée en 2019. D'accord. Okay. Voilà, elle a été modifiée en 2019 pour répondre à des exigences internationales. Et donc, au nom de cette modification-là, il y a un nouvel organisme qui est créé, la CACI, l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire. Et cette autorité-là travaille au sein du ministère de la Femme et de l'Enfant. Donc, c'est ce ministère-là qui gère un peu les organismes qu'on peut voir, les pouponnières de Yopougon, d'Adjamé, les centres peut-être privés. Et donc, si vous allez dans ces centres-là, que vous voulez un enfant, bien sûr, ces centres-là vont vous orienter vers le ministère pour établir la procédure. Voilà, c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui sont quand même, on va dire, comme on disait tout à l'heure, des familles qui donnent leurs enfants à d'autres frères, d'autres sœurs. C'est une sorte d'adoption, mais ce n'est pas réellement légal. Est-ce que ces enfants-là bénéficient, on va dire, d'une certaine protection en cas d'abus par rapport à ceux qui sont adoptés légalement, pour qui... est-ce qu'il y a une différence? Ben, pour être honnête, il faut dire que l'adoption est une procédure judiciaire qui est délivrée uniquement par jugement du tribunal. Donc, d'un point de vue juridique, on ne parle que d'adoption lorsque le juge a donné une décision pour dire tel enfant a été adopté. Parallèlement à ça, tout ce qui se fait, je dirais, dans l'informel ne constitue pas des cas d'adoption. Si ces enfants-là ont peut-être des filiations établies, c'est ses parents qui répondent d'eux. Alors déjà, la question de Didja, c'était est-ce que la procédure est longue? Mais pour revenir donc à ce que disait Jamal, on a effectivement beaucoup d'informalité, de ce manque de formalisme autour de ça. Et dans les faits, des enfants qui vont passer de foyer parental à peut-être d'autres personnes liées à leur famille, est-ce que finalement le système d'adoption légale convient aux mentalités et à la culture prévalente africaine, tout simplement? Bon, convient, je dirais que c'est un peu délicat. J'utilise beaucoup le mot délicat parce que la protection de l'enfant ne dépend pas seulement d'un État. Par exemple, la Côte d'Ivoire est partie à plusieurs conventions, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant et aussi de la Convention de la protection et de, je dirais, la coordination de l'adoption internationale. Donc, toutes ces institutions ont le regard sur les États. Ce qui fait que même souvent, lorsque vous vous comportez d'une manière différente de ce qui est prescrit, il y a le Comité international des droits de l'enfant qui va vous poser des questions auxquelles vous devez répondre de manière urgente et obligatoire. Oui, voilà. Donc ça fait très long. Mais quand je parlais de longueur de procédure, est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées au sein des familles, enquêtes de mentalité, tout ça, quand on demande à adopter un enfant? Oui, bien sûr, de nombreuses enquêtes. Voilà. Comme je l'ai dit, parce que le cas diffère selon que ce soit d'une adoption simple, une adoption plénière ou alors d'une adoption internationale. Tout à l'heure, on a vu dans le public reportage que dans le cas de l'adoption plénière, c'est irrévocable en fait. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est adopté de manière plénière, il n'a plus de lien avec sa famille d'origine. Donc vous imaginez, on emmène un enfant dans une famille, on ne sait pas qui est cette famille-là. Du coup, c'est l'intérêt de l'enfant qui est en jeu. Et un principe fondamental au niveau des droits de l'enfant, on dit le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui veut que chaque fois qu'une décision doit être prise, l'intérieur supérieur de l'enfant soit d'abord mis sur la table. Donc, même si ça profite à tout le monde, que ça ne profite pas à l'enfant, on ne va pas prendre la décision. Donc, bien sûr, il y a des enquêtes qui sont menées aussi bien par la direction de la protection de l'enfance, aujourd'hui, bien sûr, par l'ACACI, comme je l'ai précisé, et par les tribunaux, notamment par les juges de tutelle. Quelle est la crainte de beaucoup de personnes, de parents, dans l'adoption? De quoi ils ont peur? C'est le formalisme. Non, mais... Au-delà du formalisme, il n'y a pas aussi le fait, par exemple, d'amener quelqu'un de l'extérieur. Tout à l'heure, Kadi l'évoquait. Même au niveau des mentalités, on a un petit peu peur de prendre un enfant dont on ne connaît pas les origines.
Oui, c'est vrai que le biologique a quand même un certain primat sur la filiation, puisqu'il y a la filiation biologique et puis il y a la filiation adoptive. Là, nous parlons de la filiation adoptive, mais ici, on est en train de parler du côté formel. C'est ça. Je vais peut-être dire aux juristes que pour le sociologue, l'informel et le formel, les deux parlent le même langage, l'adoption. Dans le contexte africain, il y a deux types d'adoption. Dans le cas où on a, par exemple, perdu son père biologique, on devient orphelin, et du fait qu'on soit de bas âge, on peut être confié. Et ça, c'est à l'occasion des cérémonies funéraires. Il y a des mécanismes internes à l'issue desquels on désigne celui qui va adopter l'enfant. Donc, l'enfant est confié à une famille. Et il y a l'autre côté où on a, par exemple, ce qu'on a appelé, pour donner sens au lien social. On a un ami, on peut être un fonctionnaire, un instituteur dans un village, et puis on est bien estimé par une famille, et la famille, le père de l'enfant est là, sa mère est là, et on donne cet enfant à l'instituteur. On dit, fais de lui ton enfant, va avec lui où tu voudras. En ce moment-là, c'est pour donner du sens à la relation. Mais ces deux types d'adoption en Afrique, là, n'aboutissent pas à la délivrance d'un acte. Oui. Et c'est pour cela que les juristes pensent qu'il n'y a pas d'adoption. Et à ce niveau, le taux d'adoption est beaucoup plus élevé. Bien sûr. Mais la souplesse avec laquelle ça se fait, C'est ça le problème. ça fait qu'on aboutit rarement à des cas difficiles ou à des cas déplorables. Et de l'autre côté, vous voyez là, en Afrique, l'enfant est pris en charge par la communauté. Mais avec le droit, l'enfant est responsable et à un moment donné, sa décision prime. Et donc, ça va déstructurer le système social qui est en place et ça va faire que, quand il y a droit, les gens se méfient. Oui, c'est ça. Quand il y a droit, les gens se méfient. Est-ce que vous pensez que ce système d'adoption qu'on a beaucoup en Afrique, c'est pas parce que on sait un peu d'où vient l'enfant? C'est-à-dire, c'est l'enfant de la sœur, l'enfant du cousin et tout. C'est jamais quelqu'un qu'on va prendre dans une pouponnière dont on ignore les parents totalement. Oui. Parce que... Oui, parce qu'il est difficile. C'est peut-être avec les crises économiques qu'on est arrivé à alimenter des pouponniers avec des enfants. Sinon, en Afrique, il y a toujours un système de régulation qui fait que ceux qui sont fragilisés laissent les enfants qui sont récupérés d'une manière ou d'une autre par les sous-systèmes. Mais avec la crise économique, il y a pas mal de situations qui font que... Et puis même avec l'occidentalisation des pratiques. Et ça fait qu'on a besoin de développer un ensemble de structures. Mais là où je pense qu'il faut être un peu plus ingénieux, c'est de ne pas copier ce qui vient de l'extérieur. Le contexte africain a besoin d'inventer ou d'apporter à ce qui est adopté dans nos contextes sociaux des éléments qui peuvent nous faire sortir de l'ornière. Parce qu'un enfant, en Afrique, le nom qu'on donne à un enfant, c'est une histoire. Donc, ça fait que c'est vrai qu'on privilégie le biologique, mais le sociologique aussi a son sens. Donc, quand un enfant vient, qu'il doit garder son nom, vous voyez que des gens qui sont là, ils vont aller voir les devins, ils vont aller voir le nom, ça veut dire quoi, tout ça, avant de l'adopter. Et donc, c'est ça qui fait peut-être que, moi, je me dis, il faut peut-être accepter que l'Afrique propose d'autres alternatives pour que la rigidité du droit positif, là, puisse être assouplie par, j'allais dire, des inventivités qui viennent de la sous-culture. Merci beaucoup, Jamal. On va poursuivre la conversation, mais on va partir en pub dans quelques instants. On se retrouve juste après. Ne bougez pas. À tout de suite. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous prendre en cours. Vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et aujourd'hui on parle de l'adoption en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Raïssa Zoré, elle est juriste, et Jamal Seibitra, sociologue. Alors avant de partir en publicité, on a évoqué un peu les procédures de l'adoption et tout ça. Mais est-ce que du coup ça coûte cher d'adopter ? Oui, il faut dire que c'est un peu cher, voilà, parce qu'il y a... Vous ne faites rien pour arranger, en fait. Non, en fait, moi, je vais peut-être pas aller à l'encontre de ce que le sociologue a dit. Lui, il a un regard sociologique sur la question de l'adoption. Moi, j'ai peut-être un regard juridique et je dirais protecteur parce que faut qu'on soit clair. Lorsque vous prenez l'enfant de votre cousin ou de votre neveu, que vous l'emmenez à la maison,
il ne prend pas automatiquement votre nom. Il ne prend pas le nom. Justement, c'est ça, hein, avant que vous continuiez, c'est vraiment la question qui me vient à l'esprit, c'est que beaucoup de familles confondent en fait le fait d'adopter et d'être tuteur. Bien sûr. C'est ça en fait. Est-ce que les gens ont vraiment est-ce que c'est pas la peur de vouloir entamer la procédure pour éviter d'être autant responsable de cet enfant et c'est pour ça qu'ils prennent le côté, on va dire, tuteur? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Moi, je pense qu'ils préfèrent plutôt être tuteurs que d'être des parents adoptifs. Parce que le tutorat aussi, c'est une institution prévue par le droit. C'est-à-dire que tout ce que vous expliquez existe dans le droit, mais le juriste ne parlera pas d'adoption. D'accord. Voilà, il va parler peut-être de tuteur. Je ne sais pas, quand on partait à l'école, vous remarquez bien qu'on remplissait des papiers, on demandait le nom des parents et on mettait le nom du tuteur pour dire que les responsabilités du tuteur sont différentes de celles du parent. Dans le cas de l'adoption, c'est une filiation juridique. C'est-à-dire qu'on se dit à partir d'aujourd'hui, voici ton papa, voici ta maman, tu ne dépends que d'eux. Du coup, c'est assez délicat parce que si vous devez dépendre des personnes qu'on ne connaît pas, le droit doit s'assurer de ce que ces personnes soient de bonne moralité. Vous imaginez quelqu'un qui vient, qui dit, bon, écoute, c'est mon neveu, je veux prendre l'enfant. On dit, bon, d'accord, comme en Afrique, c'est comme ça. Et après, il prend l'enfant, il le maltraite, il dit aux parents du village, je vais l'emmener à l'école, je vais faire telle ou telle chose. Et après, l'enfant, il ne va pas à l'école, il sait à vendre de l'eau dans la rue, il fait beaucoup de travaux. Le droit ne peut plus suivre cela. Donc, le droit fait un travail en amont pour s'assurer que toutes ces personnes qui prennent ces enfants et qui décident bien sûr de les prendre comme leurs enfants, ont les moyens non seulement, je dirais, financiers, mais aussi ont cet état d'esprit-là de comprendre que l'enfant, il est précieux. Oui, c'est en fait, ce que vous préconisez vraiment, c'est d'avoir le cadre juridique parce que pour la protection de l'enfance, c'est mieux. Donc, quelque part, c'est vrai que ça contredit un peu ce que vous disiez. Vous n'êtes pas d'accord qu'effectivement, le fait de dire oui, je suis la tante, donc c'est moi qui vais prendre l'enfant, ça nous permet moins à l'État d'avoir un regard. Je veux dire, les sociétés ont quand même ces pratiques qu'on peut appeler et qu'on doit appeler l'adoption. Je prends le cas d'une femme qui va se marier dans un village et à un homme. Quand il verse la dot, elle est partie avec une grossesse. L'enfant appartient à celui qu'elle allait marier. C'est lui qui devient le père de l'enfant. Et dans la société africaine, cet enfant-là va porter le nom du monsieur qui a versé la dot jusqu'à ce que l'enfant lui-même, du fait qu'il ne respecte rien dans la société, son père adoptif, qui est vu comme son père biologique, lui dise « je ne suis pas ton père ». Parce qu'en ce moment-là, parce que quand il remet gravement en crise les institutions sociales, en ce moment, on m'a dit non, il est venu d'ailleurs. C'est pour cela qu'il déstabilise la société qu'il adopte. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Que l'adoption existe, mais c'est informalisé. C'est informalisé. Et parfois même, on prend son enfant, même, on donne à un ami et qui porte le nom à l'état civil. Donc pour vous, en fait, l'adoption, ce qu'on a en Afrique ici est de l'adoption, mais pas il faut juste que ce n'est pas formalisé et que peut-être on doit assouplir un peu. Que les juristes expliquent là, le contenu, c'est l'adoption. Parce que quand on donne un enfant à un ami et qui va scolariser cet enfant et qui, parfois même le parent même donné, lui-même il n'a pas d'extrait, et l'enfant ne peut pas en avoir. Et donc quand il va, c'est ce nouveau père-là qui devient le père que l'enfant même reconnaît, sachant très bien qu'il a son père biologique. Après, je pense que la difficulté dans ce système-là que vous avez dit, il ne faut pas trop qu'on occidentalise les pratiques. Voilà, il n'y a pas un acte qui est délivré. Mais surtout, ça ne permet pas de protéger les enfants, de les suivre. Parce qu'en fait, comment on sait ce qui va arriver à l'enfant qui a été passé de... Oui, mais je veux dire... dérive aussi. Alors l'adoption légale, il y a un cadre qui est là pour protéger. Mais on est d'accord que quand on a ces enfants biologiques qui partent de la maison, qui sont à la rue ou dans la rue... Il n'y a aucun moyen de... Le père qui est là, sa fragilité économique expliquant le fait que l'enfant soit parti, il n'est pourtant pas coupable au premier chef, mais c'est la société dans son ensemble. Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est le fait que, en délivrant un acte, ceux qui adoptent pensent que la dérive dans laquelle l'enfant va s'engager devient, j'allais dire, une responsabilité pénale pour eux. C'est ça qui fait qu'ils n'aiment pas formaliser. Mais du coup, moi, j'ai envie de savoir, quand tu perds ton parent et que tu prends son enfant chez toi à la maison, est-ce que tu dois aller au tribunal et que tu vas dire, bon, voilà, j'ai pris l'enfant de ma sœur qui est décédée, donnez-moi un papier. Et là, ça va constituer comme une sorte d'adoption, ou bien ils vont dire non, on va refaire encore des enquêtes sur toi et tout ça? Non, pas forcément. En fait, lorsque vous décidez de prendre
l'enfant de votre frère chez vous, tout dépend des conditions dans lesquelles vous avez pris. Là, vous avez dit le décès. Oui, c'est ça. Même en cas de décès, je dis que l'enfant, il a une mère. Si c'est la famille qui vous, par exemple, qui vous sollicite pour choisir, pour héberger l'enfant, il y a une sorte d'institution qu'on appelle le conseil de famille. C'est pour ça que j'ai dit que le droit a spécifié les choses. Dans un tel cas, c'est le conseil de famille qui va, voilà, c'est cette institution-là, pardon, qui va réglementer la situation que vous aurez. Bien sûr, vous allez pouvoir aller chez le juge de tutelle qui va, vous dire comment gérer. Si vous avez peut-être aujourd'hui l'autorité parentale, c'est-à-dire que c'est vous qui remplacez dans, bien sûr, l'administration des droits de l'enfant, son parent décédé, mais vous ne devenez pas le parent. Vous le remplacez dans la gestion de ses droits et de ses obligations. Là, c'est, je le précise, le conseil de famille et c'est le juge de tutelle qui va statuer sur la question. Tout à l'heure, sans vouloir aller à l'encontre de ce que notre sociologue dit, on ne sera pas forcément d'accord parce que lui, il a un regard sociologique de la chose, moi, j'ai un regard juridique. Et on dit comme ça, lex ex lex, dura ex lex, ce qui veut dire le droit est dur, mais c'est le droit. Et le droit a pour objet, je le répète encore, de protéger. En Afrique, par exemple, je sais que vous l'avez déjà entendu, il y a un adage qui dit « l'enfant d'autrui ne sera jamais ton enfant ». Oui, c'est sûr. Donc, vous voyez que si déjà on a cette conception que l'enfant d'autrui ne sera jamais ton enfant, même quand tu prends l'enfant de ton frère chez toi, quelque part, tu te dis un jour, cet enfant-là va partir. Donc, tu ne vas pas forcément le gérer comme tes enfants. Alors que dans le cas de l'adoption, si c'est l'adoption simple, on laisse toujours subsister les liens de famille avec, je dirais, la famille précédente. Donc, ça ne gêne pas pour le père de savoir que l'enfant va aller voir ses parents biologiques. La preuve en est que sur son extrait, on fait une jonction de nom de famille. C'est-à-dire qu'on prend le nom de l'adoptant et on ajoute au nom précédent. Mais dans le cas de l'adoption plénière, où l'enfant n'a plus de droit avec, je dirais, sa famille biologique, vous allez lui sortir un bon matin qu'en fait, je ne suis pas ton père. C'est frustrant pour l'enfant. Même s'il se comporte de manière, je dirais, désobligeante dans la société, vous n'avez plus ce droit. Le droit vous interdit cela. Alors que si c'est votre enfant qui se comporte mal, vous n'allez jamais dire que tu n'es plus mon enfant. Vous allez toujours trouver la solution. Mais quand vous avez dans l'esprit que c'est l'enfant de mon cousin, tu vas dire « Ah, tu fais comme ton papa ». Et est-ce que c'est la raison pour laquelle les personnes qui veulent adopter préfèrent plutôt prendre des enfants, comme le disait Kadi au début, au bas âge, pour éviter d'avoir à vivre ce genre de situation? Oui, surtout cela. Et c'est la raison pour laquelle, même dans le cadre de l'adoption plénière, la loi fixe une limite d'âge pour dire qu'à partir de 15 ans, en principe, on ne peut plus faire l'adoption plénière. Voilà. L'enfant ne doit pas dépasser les 15 ans. Les 15 ans. C'est-à-dire que dès qu'un enfant a passé l'âge de 15 ans, c'est juste l'adoption. C'est parce qu'on se dit qu'il y a un cadre familial qui va l'accueillir. Comment est-ce que les autres vont le regarder? Monsieur a ses 3 enfants et puis on adopte un enfant de 18 ans. Ben non, c'est compliqué. Mais vous n'avez pas donné des coûts du coup. Hein. Le prix, combien ça coûte? Waouh, ça va dépendre. En fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'exactitude des prix. D'accord. Mais je sais que... Ça coûte cher. Pas vraiment cher, en fait. Je veux dire que la difficulté, c'est même pas le prix, mais c'est le temps que ça prend. Le citoyen moyen. Justement, j'allais y revenir parce qu'on a l'impression que quand les adoptants viennent de l'extérieur, par exemple de la France, c'est beaucoup plus simplifié pour eux d'adopter un enfant en Afrique plutôt que quand c'est un Ivoirien qui veut adopter un enfant. Mais en fait, il faut dire que... Donc la question financière revient du coup. Non, en fait, il faut dire que les cadres sont différents. Quand vous prenez la nouvelle loi, elle prévoit 3 types d'adoption. L'adoption simple, l'adoption, je dirais, plénière, comme on l'a dit, et l'adoption internationale. Dans le cas de l'adoption internationale, il y a 2 autorités qui travaillent en ligne de compte. Il y a l'autorité de la Côte d'Ivoire et il y a l'autorité, par exemple, de l'autre pays, de l'adoptant qui vont travailler. Donc, si, par exemple, je vais dire que celui qui est en France, par exemple, qui veut adopter un enfant en Côte d'Ivoire, va déposer ses papiers à l'autorité de la France qui va transférer à l'autorité de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec la nouvelle loi, c'est vrai qu'elle est récente, donc beaucoup de personnes ne la connaissent pas, les délais sont réduits. On fait par exemple obligation à l'autorité de statuer dans des délais très brefs pour permettre aux personnes d'instituer. Mais ce qui rend surtout difficile la chose, c'est que ce n'est pas tous les enfants qu'on peut adopter. Même dans les centres de recueillement des enfants, je vais dire par exemple, vous avez un enfant, peut-être les parents n'ont pas les moyens, puis il est dans le centre, vous le voyez, vous voulez l'adopter. Ce n'est pas possible parce que la loi privilégie la famille biologique, même si les personnes n'ont pas les moyens. Même si l'enfant est à l'orphelinat? Oui, il y a des enfants qui ont des parents, mais qui sont à l'orphelinat. C'est un appui, en fait, pour les parents. C'est un appui. Il faut être, je vais dire qu'au niveau des principes fondamentaux des droits de l'enfant, il est requis aux États de mettre tout en œuvre pour aider les familles, sans bien sûr arriver à ce qu'on puisse séparer l'enfant de sa famille parce que les parents n'ont pas de moyens financiers. Donc les moyens financiers ne sont jamais une excuse pour priver un enfant de sa famille. Même si on n'a pas les moyens de s'occuper de lui, on le met dans un endroit
où il peut être, je dirais, pris en charge, mais sociale. on ne coupe pas les liens avec ses parents. Donc, un tel enfant, vous voyez qu'on ne peut pas l'adopter. Mais Alors, parfois, voilà. en parlant d'assistance sociale, dans beaucoup de pays non africains, il y a le système donc de l'assistance sociale et surtout de l'intervention de l'État pour la protection des enfants qui sont maltraités, soit abusés par dans leur famille, soit dans des cadres comme ça. Est-ce que c'est un système que vous préconiseriez dans le contexte ivoirien? C'est que l'État soit un peu plus impliqué dans la façon dont... pour qu'eux soient mis sous la tutelle de l'État et qu'ils puissent être par la suite adoptés? Bon, moi je dirais plutôt, la question est posée autrement ou elle est gérée globalement dans une perspective holistique parce que l'État même c'est le modèle de la famille. L'État protège et donc quand les familles sont fragilisées, c'est l'État qui se sent interpellé. Donc dans un premier temps, l'État ne va pas sanctionner ceux qui n'ont plus de pouvoir de protéger leur progéniture, mais va plutôt mettre en place ce qu'on appelle les filets sociaux pour renforcer la capacité et pour pouvoir constituer ce gage-là pour protéger ses propres descendants. Et donc, on ne va pas tout de suite pour sanctionner, mais c'est quand, et souvent du fait de l'alcool, de la dépendance, de la consommation des substances, on voit véritablement que la personne n'a pas le contrôle de sa vie et peut constituer un risque pour son entourage, y compris l'enfant. En ce moment-là, on peut peut-être mettre l'enfant loin de la famille, bon, peut-être sous contrôle judiciaire, et puis bon, après, mais toujours est-il qu'on veut que l'enfant revienne là où il était, si les conditions qui étaient là... Est-ce que vous pensez que quand un enfant est adopté, c'est-à-dire même si, avant 15 ans par exemple, est-ce qu'il doit être suivi par exemple psychologiquement, côté sociologue, pour éviter qu'il y ait des dérives ou qu'il déséquilibre un peu la famille, ou pour être sûr qu'il ne va pas nous créer des problèmes, c'est-à-dire avant de l'adopter? Alors, dans le contexte africain, l'aspect individu, là, la juriste va répondre. Dans le contexte africain, l'enfant est pris en charge par la communauté. Et donc, même quand la famille, à un moment donné, n'arrive pas à réguler le comportement, il y a des tantes, il y a des oncles, et tout du tout, on pense que dans le milieu où il se trouve, les réponses vont toujours venir pour le mettre sur le droit chemin. Mais c'est au moment où on pense que toutes ces instances-là, on arrive à voir qu'aucune réponse ne peut l'amener à changer de cap. C'est en ce moment-là, l'excommunication devient, j'allais dire, une solution pour la société, parce que ce n'est plus sa famille, mais tout le monde va se liguer contre lui pour qu'il puisse quitter là, parce qu'il gêne tout le monde, parce qu'il dérange tout le monde. On a des enfants du fait de... Alors, je ne sais pas si vous avez compris ma préoccupation. C'était que l'enfant qu'on veut adopter, je veux adopter un enfant, est-ce qu'il faut que je le fasse suivre sociologiquement surtout ou si jamais c'est un préado, voilà, si c'est un enfant bon, de moins de 15 ans. D'abord, ceux qui adoptent, ce sont des gens qui sont très souvent à la ville. À la ville. L'adoption n'est pas connue en milieu rural. D'accord, ok. C'est pas connu en milieu rural. Donc ceux qui s'engagent, ils sont très proches d'un modèle de vie occidental, où la responsabilité pénale, individu, tout devant la loi est connue. Donc en ce moment-là, il se donne tous les moyens, puisqu'il s'est engagé sur du papier pour dire ce dont cet enfant a besoin, j'ai tous les moyens pour lui apporter, moi et mon épouse. Donc quand ça ne va pas, il ne va pas vers les juristes, il va d'abord chercher les réponses dans les sous-systèmes, voir les psychologues, tout, pour faire un encadrement, tout ça, avant que, s'il dit qu'il ne peut plus, bon, je ne sais pas si les juristes... Est-ce que c'est possible de dire qu'on ne peut plus? Dans le cas de l'adoption, il a adopté et puis à un moment donné, il est essoufflé. L'adoption simple, c'est possible, mais l'adoption plénière, elle est irrévocable. Voilà, on ne peut pas renoncer à ses droits de parents, même si c'est difficile. Ouais. Et tout à l'heure, vous avez voulu savoir, il a répondu, je souhaiterais rebondir aussi sur la question pour dire que même dans la procédure, il y a deux critères majeurs, l'intérêt supérieur de l'enfant et puis une enquête de famille pour voir si l'insertion de l'enfant dans sa nouvelle famille ne va pas porter préjudice. Et donc, vous avez la possibilité peut-être de vous faire accompagner. Aujourd'hui, on a l'ACACI, je le précise, c'est une innovation. L'ACACI continue même après l'adoption
à s'assurer que l'enfant qui est inséré dans la famille est vraiment à son aise. Donc, vous avez la possibilité de vous tourner vers les instances, notamment le ministère de la Femme et de l'Enfance, qui ont des assistants sociaux, qui ont des personnes spécialisées, qui vont vous aider pour l'insertion de l'enfant dans la famille, pour qu'il ne se soit pas, je dirais, il ne se sente pas écarté ou bien... différent des autres. Différent des autres. Mais moi, ce que je veux demander, c'est, vous avez dit tout à l'heure qu'à partir de 15 ans, on ne peut plus adopter. Mais l'orphelinat, je sais que jusqu'à 18 ans, on a le droit de vivre, en fait, les enfants ont le droit d'être à l'orphelinat jusqu'à 18 ans. Quels deviennent ces enfants-là qui ne peuvent pas être adoptés aujourd'hui? Peut-être qu'ils feront l'objet d'adoption simple. Comme je l'ai dit, l'adoption simple, ça intervient à tout âge, même à 60 ans. Vous pouvez être adopté. Voilà. Ouais, c'est vrai, moi je voulais être adoptée par Angelina Jolie. C'est toujours possible. Elle a refusé. Oh là là, désolée. Maintenant, pour l'adoption plénière... Oh là là, pour l'adoption plénière, je vais dire que si vous avez cohabité avec l'enfant, peut-être avant ses 15 ans, c'est-à-dire que peut-être depuis 8 ans, vous connaissez l'enfant, il vient chez vous, vous le ramenez à l'orphelinat, on peut faire une exception. Okay. Mais a priori, à 15 ans, c'est l'âge limite. C'est l'âge limite. Alors, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, donc il va falloir qu'on passe à un autre sujet. Merci à tous les deux d'avoir intervenu sur le plateau des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve tout juste après une page de pub. Tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, donc la chaîne numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Nous vous invitons tous les jours à réagir au sujet dont nous parlons tout au long de cette émission. Aujourd'hui, on a parlé d'adoption. Dites-nous ce que vous en pensez, partagez votre expérience si vous en avez une sur les pages Facebook et Instagram de la chaîne. À présent, on va passer au regard de Dija sur l'actualité du moment, dans ce qu'on retient. Donc les filles, aujourd'hui, je voudrais qu'on porte un regard sur la situation sécuritaire à Abidjan. Il y a une histoire en particulier et les images que vous voyez là sont des images d'une personne qui s'est fait agresser à quelques mètres de l'école de police. Alors, je ne sais pas si on arrive à comprendre un peu. C'est pas vrai. À quelques mètres, et il y a un QG. Donc les agresseurs ont un QG. Et ce que vous voyez là, c'est un QG d'agresseurs. Ils sont là-bas. Exactement. À quelques mètres de l'école de police. À quelques mètres de l'école de police. Donc ils sortent, ils se mettent en bordure de route. Ils agressent et ils vont là-bas, ils font le tri et puis ils jettent ceux qui n'utilisent pas donc les pièces d'identité, etc. Donc c'est un jeune homme qui s'est fait agresser. Après son agression, il s'est rendu donc à l'école de police, vu que c'était à quelques mètres, pour expliquer son agression. Alors, surprise générale, les agents en poste lui disent que oui, ils sont au courant qu'il y a des agressions là-bas, c'est un endroit qui est dangereux et qu'eux-mêmes, des fois, ils se font agresser. C'est pas vrai. Bon, alors attends. Ils les agressent, ils sont armés, comment ça se passe? Ils ont une arme blanche. L'arme blanche, c'est des couteaux. Et les policiers? Et donc les policiers, je suppose, en tout cas, j'ose croire que c'est quand ils sont en civil, qui n'ont pas peut-être d'armes et tout ça. Non, mais même si ils se font agresser. Tu restes un policier? Franchement, en fait, c'est une réponse assez c'est vers où exactement? Vers l'école. Qu'on sache. Alors, en venant de la rivière A2. Donc c'est sur la gauche. Alors il s'est dit c'est pas loin du campus, donc je vais marcher. Et du coup il se fait agresser là. On lui prend son téléphone portable, ses effets personnels, ses cartes de crédit, etc. Et donc on lui dit ça, que c'est un endroit qui est dangereux. Donc, les policiers même disent que c'est dangereux. Donc il faut pas marcher ici, c'est ça? Choqué, il s'est dit je vais aller voir d'autres personnes. Donc il va voir la PJ, ensuite il va dans un commissariat et c'est le même son de cloche. Donc ça veut dire que les agents de police sont au courant que ce secteur-là est dangereux. Mais ma question c'est comment est-ce que des agresseurs peuvent ériger un QG à quelques mètres? Ça, ils sont trop à l'aise en fait. Et bien sûr, sans que les policiers ne fassent quoi que ce soit. Sans qu'ils ne soient inquiétés et qui peuvent agir en toute liberté et principalement les week-ends. Donc ce jeune homme-là qui s'est fait agresser est revenu le lendemain et c'est là où il a fait toutes ces photos-là et c'est là où il a découvert qu'effectivement... Il a eu le courage de repartir là-bas. En repartant, il a rencontré des gens et il a exposé son problème, etc. Et ils lui ont dit effectivement qu'ici, c'est un endroit qui est très dangereux et qu'ils opèrent les week-ends. C'est pas vrai. Donc, il va sur place, il fait des photos. Et il est rentré sans problème. Il est rentré sans... c'est en journée en plus. Ils n'étaient pas là, d'accord. Donc, il prend des photos et il les partage en disant si vous reconnaissez votre pièce d'identité, venez récupérer parce que j'ai trouvé ça. Quelle histoire. Voilà. Quelle histoire. Donc,
J'ai pas envie de tirer de conclusion, mais c'est vrai que... Honnêtement, ce qui me fait rire dedans, en fait, c'est les policiers qui disent que nous-mêmes, on se fait agresser souvent. Même si tu es en civil, tu restes un policier, tu es censé avoir des compétences. Il faut démanteler, ils ont l'habitude de démanteler pire que ça à Bobo, dans d'autres zones, mais à côté de chez eux. En allant là-bas, ils se disaient, bon, au pire des cas, ils vont venir avec moi, peut-être qu'ils sont encore sur les lieux, ils vont peut-être les interpeller, ils vont faire quelque chose, mais personne n'a levé le petit doigt, quoi. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter vraiment quand on sort aujourd'hui et se dire qu'on n'aura pas de solution si jamais on se fait agresser? Est-ce qu'on doit avoir peur en se disant, mais même s'il y a des policiers, parce qu'à quelques mètres moi, je me dis, 5 mètres dans un rayon de 5 km même, des gens ne doivent même pas oser. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas peur de la police. Exactement. La police, là, ils les voient en zéro pointé, quoi. Et je rajoute que ça aurait dû même être un clash, plutôt même que de ce qu'on retient. Tout à fait. Mais vraiment, donc, écoutez, messieurs, mesdames, faites attention à vous quand vous sortez. Parce que, surtout vers la Riviera. Demain, effectivement, j'espère, comme tu le disais, que c'est un cas isolé et qu'on peut quand même aller se tourner vers les forces de l'ordre quand on a un petit problème, quand on se fait agresser dans Abidjan. Quoi. Tout à fait. Et que c'est peut-être juste l'école de police. Non, j'espère, vraiment. J'espère parce que ça fait peur. Porte problème. Écoutez, on enchaîne en même temps dans notre... Crush ou clash, donc nos coups de cœur ou nos coups de gueule de la semaine, c'est tout de suite. Alors, on va commencer par un petit crush quand même. Je parle aujourd'hui de TikTok, donc de la fameuse, comment on appelle ça déjà là, réseau social. Voilà, TikTok. TikTok, ce n'est pas aujourd'hui que danser, faire des mouvements, prendre 2 heures de temps pour pouvoir faire des vidéos pour attirer des millions. Je pense que TikTok, aujourd'hui, depuis quelques temps d'ailleurs, je commence un petit peu à m'intéresser à ce réseau social, même si je ne le fais pas tout le temps. D'ailleurs, je ne suis pas encore très active. TikTok, effectivement. J'aime bien, mais je ne suis pas encore très active. Par contre, je m'abonne beaucoup et je ne sais pas si avec l'algorithme, on m'envoie beaucoup de choses dans ce style-là. Donc, ce sont des profils, donc comment on les appelle déjà ? Des comptes, justement, qui permettent de développer son business, de développer ses activités. Je prends l'exemple de la marketeuse, on l'a vu, qui fait, moi qui suis pas très bonne en PowerPoint, elle ne donne que des tutos pour pouvoir réussir à négocier de 15, 30 secondes, 60 secondes pour avoir des astuces PowerPoint, pour avoir un meilleur dossier. Il y a qui encore Ben Chambol aussi, qui redirige sur d'autres sites en disant, bon, si vous voulez augmenter vos nombres de revenus par rapport à telle activité, allez sur tel site, allez sur tel site. Donc, franchement, ce sont des astuces pour développer sa marque, développer son entreprise. Il y a, comme vous voyez, il y a Tim Kamad, il y a Hugues T aussi, il y a Follow Dorian, qui lui, par exemple, Follow Dorian, il donne par exemple des astuces, la dernière fois j'ai vu, pour avoir des billets en business moins chers. Ah ouais, oui, des déco en business. C'est vrai de déco en business à des prix de place économique, par exemple. Oh my God. Oui, il faut aller voir. Non, ça, il faut et pour moi, c'est un crush parce que TikTok, ce n'est pas que faire des choses qui ne rapportent pas. Si au moins on peut apprendre grâce à un réseau social, pour moi, c'est... Et puis, c'est bien, en fait, de se démarquer. Quand tu vois que tout le monde fait la même chose, comédie, quand toi, tu fais ça, autre chose, c'est trop top. Non, mais en plus, c'est vrai qu'ils sont un peu dans la lancée ou dans la lignée de ce qui se fait sur YouTube, parce que sur YouTube, tu trouves énormément de tutoriels, mais c'est vrai que la version courte, je pense, surtout qu'on est tous très impatients, et plus on avance dans l'innovation technologique, moins on a de patience avec les vidéos et le contenu vidéo. Je pense que de faire ça en quelques secondes, c'est top. Donc, effectivement, on avale tout de suite et on digère plus facilement. Alors, je vais me permettre de te suivre, parce que je vais parler de TikTok, mais pour le coup, moi, c'est un clash. Ah bon ? C'est pas vraiment à l'encontre de TikTok, la plateforme sociale en elle-même, c'est plus vis-à-vis d'une actualité plus ou moins récente, ça fait quelques jours. Il y a eu une faille du système qui a eu lieu et qui a permis à des utilisateurs de publier des vidéos pornographiques très violentes. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé leur compte et surtout leur page, leur profil pour mettre des vidéos, mais encore une fois, de pornographie violente. Donc ça, c'est comme ça que ça a été expliqué dans l'article que j'ai lu. J'imagine que c'est très grave. Et ça permettait donc de contourner. C'est quelque chose de normal, alors violent. Comme ils ont téléchargé ça sur leur photo de profil, ça permettait de contourner les restrictions de modération, les systèmes de modération. Et en fait, ça a pris plusieurs jours, 50 millions de vues sur du contenu comme ça, en sachant que
tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est quand même TikTok, on l'a connu on a connu TikTok par rapport à ses vidéos de danse. Et vous savez qui aime faire ses vidéos de danse? C'est des enfants. Des gamins même. Hein. C'est des gamins de 6 à, allez, 15, 16 ans. Mais voilà, donc beaucoup d'enfants qui ont accès à ça. Alors ce qu'ils faisaient, c'est aussi qu'il y avait un hashtag Don't Search This Up, donc en français, ne cherchez pas ça. Tu sais, tu vois ça, du coup, tu te dis, c'est bizarre, tu cliques, et tu tombes dessus, tu tombes sur tous ces profils-là, et donc tu te retrouves à regarder des contenus assez choquants, enfin très choquants, voire. Et ça a mis quelques heures avant d'être rétabli. Et donc mon coup de gueule, c'est pas vraiment vis-à-vis de TikTok, parce que je pense que c'est pas vraiment leur faute, c'est surtout par rapport à tous ces trolls qui arrivent à trouver des loopholes, des failles comme ça sur les réseaux sociaux. Des malotrus, je dirais. Des malotrus, et surtout de démocratiser et vulgariser du contenu. Comment est-ce que les gens ils ont d'autres sites où ils peuvent développer leur machin. Ils veulent forcément faire passer les vidéos partout. Il faut que ça atteigne le maximum de personnes. Twitter, maintenant, donc il faut faire attention. La technologie, c'est ça, il y a toujours des failles. Il faut toujours être vigilant. Ouais. Alors moi, je suis, c'est pas vraiment un clash ni un crash, c'est juste un point. Voilà, qui se passe en ce moment. C'est un point. Elle aime bien faire ça. C'est ça, parce que souvent, il n'y a pas de clash, en fait. Tu vois, pas de clash. C'est Samuel Eto'o et sa femme, Georgette Eto'o. Samuel Eto'o a célébré... quand même. Ah non, moi, c'est pas... Non, c'est un point. Tu constates. Non, parce que je vous explique d'abord. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Voilà. Le contexte. Il y a un contexte. Donc, Samuel Eto'o a fait un anniversaire surprise à sa femme Georgette pour ses 50 ans. Alors, elle a 50 ans? Ouais, elle a 50 ans. Alors, le truc, c'est qu'on sait que depuis 2 semaines, Samuel Eto'o est victime de lynchage, on va dire, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une de ses copines qui a fait sortir une vidéo où ils sortent ensemble depuis très longtemps et tout ça. Donc, tout le monde dit que Georgette est cocu internationale. Il y a eu plein d'articles sur elle. Elle est comme ci, elle est comme ça. Elle accepte tout ce que le gars fait. Elle ne parle pas. Elle doit partir. Et pourtant... la dame, elle a l'air heureuse. Donc, en fait, le point ici, c'est que c'est pas que je défends au genre le gars, pourquoi est-ce qu'il la trompe et qu'elle ne parle pas, ou bien pourquoi est-ce que Georgette accepte. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que chaque couple a ses réalités. La définition du bonheur de X n'est pas forcément la même définition pour Y. Absolument. Et si Georgette est heureuse dans son couple, qu'on la laisse être heureuse. Si le gars, il sait comment, il la gère. sa chose. Et voilà, quoi. Chacun, on ne doit pas venir parler dans les trucs. Donc, voilà un peu, c'est le point de la situation. Mais je pense que c'est vrai que les gens devraient un peu se mêler de leurs propres oignons, comme on dit. Parce qu'en réalité, c'est peut-être un arrangement, en fait. C'est ça, on a vu plein de couples ici. On a vu Will Smith et plusieurs relations où sa femme, elle gère à côté, lui, il gère à côté. Après, moi, je tiens juste à dire que elle gère à côté, il gère à côté. On a bien vu que pendant à la période de entanglement, le gars, là, il n'avait pas l'air d'être très heureux. À mon avis. Moi, je crois aux gars. Les gens ne vont pas se lever pour venir dire des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des couples où ils ont des accords. Souvent, à 50 ans, là, c'est même pas le sexe même qui t'intéresse dans un mariage. Donc, chacun a ses trucs. Laissez-les. Oh là là, elle est heureuse. Voilà, bouteille de champagne qui porte son nom. En plus, j'aime bien sa nouvelle coiffure. Ça veut dire que... champagne qui porte son nom? Ben oui, il a fait bouteille de champagne Georgette. Ok, non, je croyais que c'était une marque. C'est pour dire qu'on fait les choses, les vraies choses. Donc, vous la taisez, vous laissez les gens vivre leur vie. Et petit point, j'aime bien sa nouvelle coiffure. Je trouve que ça la change des cheveux courts à chaque fois. Non, mais en fait, Eto'o, il aime les filles aux cheveux courts. Ah, mon cher, c'est là. Parce que attends, quand tu vois la go là, c'était court, c'était court et tout ça. Voilà les petits commentaires comme ça, il aime les femmes. Je crois qu'on n'a pas compris là. En tout cas, moi je disais seulement que j'aimais bien sa nouvelle coiffure. Moi j'ai un. Donc tu vois, tu dirais c'est court. Please, la paix, la paix. Donc, moi, j'ai un crush. Ça se passe au Sénégal. Donc, c'est des chrétiens qui offrent des repas aux musulmans qui font le jeûne pour la rupture. Et je ne sais pas quoi dire. C'est tellement chou, c'est tellement mignon. C'est vraiment un acte de générosité très, très important. C'est une campagne, c'est spontané ou ça a été coordonné? C'est spontané, mais bien structuré. Ils vont dans des endroits où, par exemple, il y a des chauffeurs de taxi, où vraiment il y a des gens qui sont dans le besoin et ils offrent des repas, comme vous pouvez le voir, du café, du pain. Franchement, c'est trop gentil. Oui, ça donne une autre vraiment ce qu'il faut image, dans notre monde. Exactement. On fait souvent beaucoup chrétiens versus musulmans. Et là, c'est vraiment pour dire non, en fait, il s'agit de Dieu et Dieu, il est... C'est absolument. Il s'agit d'humanité et d'être... Crush pour moi,
l'âge. Absolument. C'est très bien, Didja. Merci beaucoup, Didja. Je pense que nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve demain à la même heure sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bisous.